Alors, Patrice Le, je vous inviterai bien à garder la parole justement pour nous faire part de votre expérience sous l'angle de l'enjeu acoustique du torchis. Vous en parliez déjà à l'instant. Vous rénovez, refaites des planchers en terre. Enfin, c'est quelque chose donc, qui est assez fréquent chez vous. Est-ce que vous pouvez justement nous faire part de votre point de vue, de l'intérêt du torchis mis en œuvre notamment pour les planchers, sous l'angle de son intérêt acoustique en particulier? Quel bilan vous tirez, vous, sur cette question-là? Oui, moi je conseille toujours, souvent j'arrive un peu tard, les planchers sont souvent démolis, mais quand ils ne sont pas démolis, je conseille fortement aux gens de les garder et même de les refaire, ou même si là où ils ont été descendus, j'ai réussi à les remettre en place, ne serait-ce que pour l'acoustique. Vous n'avez pas mieux, parce que pour lutter contre l'acoustique, il faut soit par absorption, soit par réflexion, par inertie ou absorption. Et avec la terre, on a les deux. La terre, c'est souple et c'est lourd. C'est lourd, relativement lourd. Et en termes d'isolation acoustique, il n'y a pas mieux, quoi. Et c'est économique. Et puis, comme je disais encore tout de suite, pour la stabilité au feu, d'un étage à l'autre, on s'est aperçu sur certains incendies, j'ai assisté quelques experts, moi, sur des sinistres, et les parties où les planchers en terre, l'étage n'était quasiment pas affecté par l'incendie. Et au niveau acoustique, les gens apprécient fortement, et c'est économique par rapport à si on a un protocole important pour assurer l'acoustique en cas d'un plancher bois d'un étage à l'autre. Et est-ce que vous réalisez également des cloisons? Est-ce que vous avez pu constater? Oui, Ouais. quelquefois, ouais, des cloisons de renfort, c'est pareil. Ouais. Comme ça, avec en torchis, et puis sur lati, et bien compacté. On a un affaiblissement acoustique important. Je n'ai jamais mesuré, mais les gens l'apprécient. Je n'ai pas de retour négatif sur nos interventions sur ce genre de prestations. Alors justement, pour peut-être avoir des éclairages quantifiés, peut-être un peu plus précis, je passerai bien la parole à Arthur et Marie pour savoir de votre côté justement quels sont les retours, les observations, les mesures que vous avez pu faire sur le plan de l'acoustique. Il me semble en particulier que vous avez travaillé, vous avez mis en place une cloison dans une salle collective et autour de laquelle vous avez peut-être pu mesurer l'intérêt sur le plan acoustique du mélange que vous utilisiez. Ouais. Arthur, si c'est... Ouais, je pense que tu as oublié ton... C'est bon, ça doit marcher maintenant. non, du coup, on a pu le... Ouais, je vais remettre l'image. Un instant. Ça y est, on te voit. Ça doit fonctionner maintenant. C'est bon? C'est bon. Ok. Effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le terre allégé, nous, quand on a développé quasiment tous les chantiers qu'on a pu faire, c'était pour des questions d'isolation. Globalement par l'intérieur, un peu par l'extérieur, mais globalement par l'intérieur. Et des fois en isolation rapportée, mais quasiment tout le temps, c'est l'isolation par l'intérieur. Le premier chantier public qu'on a fait, c'est un ERP de catégorie 5, donc c'est une salle des fêtes, vous envoyez l'image. Et en fait, le terre allégé a été mis en œuvre sur le mur qu'on voit devant, là, avec donc il y a un placo en partie inférieure, mais au-dessus, en fait, il y a un terre-chantre sur tout ce mur de refend. Et il n'a été laissé apparent qu'en partie haute. Et en fait, le besoin exprimé, donc c'est une salle des fêtes, le besoin exprimé, c'était d'amener de l'absorption phonique. Et si vous voulez, c'est un peu comme ce qu'on a sur les plafonds en général, avec des matériaux un peu qui présentent une certaine rugosité pour éviter d'avoir une réflexion du son qui est trop brutale et d'avoir trop d'écho. Donc là, la question qui était posée, c'est en fait, elle est partie d'un constat au départ un peu basique, mais c'est quand on projette sur un chantier en terre-chambre, quand on rentre dans la maison le lendemain, on a un son très mat. On est comme dans un cocon, en fait. Et en fait, on n'a quasiment aucun écho. Et dès lors qu'on vient remettre des enduits dessus, on reprend de l'écho finalement. Et donc, on s'était dit, là, pour cette application-là, ce qui serait intéressant, c'est finalement de ne pas mettre d'enduit, d'avoir un terre-chambre brut de projection. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits travaux pour essayer de mettre
enfin ce qu'on appelle nous, je ne sais pas si le terme est exact, mais un microfilm de barbotine, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a projeté le terre-chanvre, on vient reprojeter une très fine couche d'argile qui n'est pas corrigée avec du sable, parce que justement, on veut qu'elle craquelle, mais elle vient durcir la surface en laissant tout un accès à la porosité. Et voilà, donc ça, c'est des travaux en acoustique, enfin ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petites pastilles d'échantillons de terre-chanvre sur lesquels on a appliqué des microfilms, et on les a envoyés à un laboratoire de recherche, donc le CEREMA Est, en l'occurrence Philippe Glay, un chercheur que je recommande très chaleureusement. Du coup, on a essayé de regarder un petit peu si on pouvait démontrer une bonne capacité d'absorption phonique de ce matériau. Ce qui a été le cas, et du coup, ça a été mis en œuvre dans un ERP catégorie 5. Voilà, c'est un petit ERP, mais bon, on était contents. Alors, avec Philippe du CEREMA, on a fait d'autres travaux sur le terre-chanvre. En gros, l'idée de départ, c'était de se dire on a envie de pouvoir travailler avec des chanvres potentiellement variables et des terres potentiellement variables et des dosages potentiellement variables et de pouvoir avoir une idée sur les performances qu'on allait avoir. Et donc, on a fait un travail là, pendant 3 ans de caractérisation. Alors, de caractérisation, oui, si vous voulez, de qu'est-ce qui fait la performance d'un terre allégé, mais on s'est centré en particulier sur le terre-chanvre, parce que c'est ce qu'on avait comme exemple de chantier. Voilà. Alors là, par exemple, c'est un graphique qui est basé sur un nombre assez important d'échantillons. Derrière, il y a une centaine d'échantillons qui ont été testés. Il est assez simple à lire. En fait, la partie haute, le alpha, c'est l'absorption. C'est justement l'absorption du son par la paroi. C'est quand on parle, ce qui est absorbé par la paroi et qui ne revient pas. Et on a en abscisse, on voit la fréquence en Hertz. La parole, on est globalement entre 500 et 4000 Hertz. Et en général, c'est autour de 1000 Hertz qu'on cherche à atténuer le plus les fréquences si on ne veut pas avoir une ambiance assourdissante. Et donc là, ce qu'on voit, c'est sur cette première graphique en partie haute, on voit des courbes qui sont assez claires. Les plus clairs, c'est des mélanges de terre-chanvre autour de 200, 250, 300 km3. C'est 200, c'est le plus léger qu'on arrive à faire globalement. 200, 220, en dessous, ça devient compliqué. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des pics à 1000 Hertz qui sont à 1 en absorption. Ça veut dire 1, c'est 100%. C'est-à-dire que j'ai 100% du bruit que j'émets qui touche la paroi qui ne revient jamais. Et puis, dès lors qu'on vient monter la masse volumique, et donc là, on voit les courbes qui sont... La courbe noire, par exemple, la courbe noire, elle est à 900 km3. Donc là, on est beaucoup plus proche d'un torchis. On va être sur des 600, des 900 sur la courbe grise. On voit que le pic d'absorption, il redescend. On n'a presque plus de pic d'absorption. Donc, ça veut dire que plus on fait un mélange terre-fibre qui va être lourd, moins on va avoir d'absorption. Et le graphique d'en bas, le TL, c'est l'atténuation phonique. Puisqu'en fait, il y a 2 choses importantes en acoustique. Il y a l'absorption, c'est l'écho que j'ai ou pas quand je parle, et la transmission, c'est est-ce que mon voisin il m'entend. Et en fait, c'est la même échelle, c'est-à-dire que les courbes claires, c'est des basses masses volumiques, plutôt 200, et les courbes, plus elles sont foncées, plus c'est à haute masse volumique. Et on voit que plus on est lourd, plus on atténue le bruit pour les voisins. Et en fait, on voit bien que du coup, on peut optimiser les terres allégées selon les besoins phoniques. Si on veut avoir une très bonne correction phonique, et ça va être le cas de salles de spectacle, de cantines, de salles de réunion, de salles de répétition, par exemple, on va chercher à optimiser le terre allégé, mais aussi sa finition. Et par contre, si on va aller sur de l'atténuation entre logements, là, on va l'optimiser différemment. Alors, dans ces travaux-là, c'est le dernier graphique que j'ai, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé chaud-chanvre et terre-chanvre. Donc, le chaud-chanvre, c'est en les petites croix rouges, et le terre-chanvre, c'est les petits ronds verts. Chaque point de mesure, c'est un échantillon qui a été testé. Alors, pour faire simple, le premier graphique là-haut, c'est la hauteur du premier pic d'absorption. C'est-à-dire, est-ce qu'on absorbe 100% du son? Et on voit qu'en gros, jusqu'à à peu près 400 km3, on a un pic d'absorption qui est entre 60% et 100%, qui est énorme. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas d'écho. Et dès lors que je passe au-dessus de 400 km3, on a une zone un peu brouillée, là. On a des points qui sont un peu éparpillés. Ça veut dire qu'en fait, on est probablement très dépendant du dosage, de la finition, de la texture, de est-ce que j'ai serré, pas serré. Et ensuite, dès lors qu'on passe au-delà de 500, 550 kg, on a quelque chose qui absorbe très peu. Voilà. Et ensuite, donc je parle pas de celui du milieu qui est moins intéressant, mais le dernier, le sigma, là, ça c'est la résistivité au passage de l'air. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les mélanges de terre-fibre en général, ça ne marche pas comme les isolants standards qu'on connaît, qui, grosso modo, ne sont pas du tout étanches à l'air. C'est-à-dire, vous prenez, je sais pas, une fibre de bois, vous mettez pas de pare-pluie, pas de frein vapeur, c'est absolument pas étanche à l'air. Vous soufflez dedans, l'air passe. Sur un terre allégé, quand il est très léger, effectivement, il n'est pas étanche à l'air, mais plus vous montez la masse volumique,
plus, alors on ne peut pas dire plus il est étanche, mais plus il résiste au passage de l'air. Ça veut dire que l'air va avoir du mal à passer à travers. Et ça, moi, ce que ça me fait dire, c'est que dans un terre allégé ou un torchis, si on a un défaut d'étanchéité à l'air à un endroit, par exemple sur un enduit, vous faites un enduit de finition qui n'est pas parfait, parce que dans le temps, je ne sais pas pourquoi, il y a une fissure qui se crée, bah, certes, l'air va pouvoir passer dans cette fissure, mais en fait, elle a quand même du mal à passer derrière dans le matériau. Elle a plus de mal que si on avait un isolant léger. Et ça, c'est un aspect qui, pour moi, est compliqué. Je pense que là, on n'a pas les éléments pour démontrer ça, mais avec les mains comme ça, je me dis, bah, ça veut dire qu'un défaut d'étanchéité sur une membrane ou sur un enduit qui est mis devant un terre allégé va peut-être pas avoir le même impact si derrière j'ai un terre léger que si j'avais eu un isolant sec. Voilà, sachant que cette étanchéité à l'air, elle est essentielle pour l'acoustique, hein, parce que la meilleure chose pour ne pas entendre son voisin ou à côté, bah, c'est de fermer la porte, d'avoir l'étanchéité à l'air, de ne pas avoir le bruit qui peut passer par l'air. Donc voilà, j'en ai fini pour ce que j'avais préparé. Merci, c'est passionnant. Est-ce que ça fait naître des espoirs, du coup, des intérêts divers chez vous tous? Est-ce que éventuellement vous seriez preneur d'éclairage complémentaire de la part de l'équipe d'EcoPertica? Moi, par exemple, j'ai encore une question. Là, je vais faire une maison neuve à Coutances avec à l'intérieur, donc on va essayer de mettre en œuvre un torchis fin, c'est-à-dire de 4 cm. Et c'est passé, on ne va pas mettre de membrane du moment qu'il est lourd et bien serré. D'après voilà, l'estimation de Tom Dumont, le thermicien qui nous suit sur cette affaire. Est-ce que toi, tu confirmerais ou tu as des doutes? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Tu dis que ça passe pas sur, enfin, ça passe sur la partie thermique ou sur la partie acoustique? Thermique. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas besoin de... Enfin, il y aura pas de... On n'est pas obligé de mettre un frein vapeur parce qu'on va mettre 4 cm de torchis à l'intérieur, serré et dense. En fait, donc, si je comprends bien la question, ça veut dire que ça suppose que le torchis est étanche à l'air. C'est-à-dire qu'en gros, le mélange torchis, l'air ne peut pas passer à travers le mélange torchis. C'est ça ta question, Sophie? C'est ça, hein? Oui. Ouais. Et ben, je sais pas. Je sais pas. Dans le guide de bonne pratique, alors je crois que c'est celui sur la Bauge, il me semble, il est marqué que la Terre est étanche à l'air à partir de 900 km3. Honnêtement, moi, je connais pas les données scientifiques qui permettent de dire ça. En tout cas, ce qu'on voit, nous, c'est que jusqu'à 800 kg, il y a de l'air qui peut passer. Après, elle peut passer, mais hyper difficilement, quoi. C'est dans le bouquin de Franz Wollert. Et c'est ce qu'on a mis dans le guide de bonne pratique. Et c'est ce que le CEREMA a recopié pour la fiche torchis. Sur l'étanchéité à l'air, tu veux dire? Oui. Du coup, j'ai pas plus de données, quoi. Et puis moi, je prendrais, si tu fais un torchis paille, je prendrais plutôt un torchis foin, une fibre fine, la plus fine possible. Oui. Et puis, de toute façon, pour arriver à le faire assez fin, non seulement le support devra être fin, mais la fibre également. Oui. Au maximum, il faut aller au foin. Mais encore une fois, sur l'étanchéité à l'air, je ne sais pas quel est le mode constructif, mais il y a la question des pans de bois, quoi. Là, le torchis, il est appliqué sur quoi? Sur un lattice. Il est continu. Donc il est continu, c'est-à-dire que tu n'as pas de pont acoustique, en fait. Oui. D'accord, ok. Oui, la question, c'est Nicolas. La question, c'est la fissuration, en fait, hein, qui se pose. Moi, les 4 cm de torchis, effectivement, sur la paille, a priori, ça marche bien comme étanchéité à l'air, d'après le peu d'expérience que j'ai. Mais Sophie, tu feras une mesure d'étanchéité à l'air, moi, j'en ferai une, et puis on se les enverra. Mais c'est le risque de la fissuration. Donc, effectivement, d'où la nécessité d'avoir une fibre qui la limite. Et je suppose que c'est pour ça que Patrice Le parle de fibres fines et de foin. Oui, c'est ça, c'est dans ce but-là. J'ai essayé avec du chanvre, on a essayé de la filasse de chanvre, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Ça va bien, mais alors c'est le travail qui est pénible. Et là, Sophie, toi, tu
Sophie, tu auras une mesure d'étanchéité à l'air, toi, c'est une construction neuve? Oui, mais c'est pas sûr. Mhm. Mais je vais essayer. Bah, essaye, qu'on sache, nous, après. Ouais, t'as raison. Bien qu'il y en ait qui essuient les pots cassés, quand même. Oui, mais après, faut avoir les moyens. Faut les récupérer après, faut les recoller. Faudra que je me renseigne. J'aurais peut-être un retour d'expérience sur du torchis sur botte de foin. L'isolation a été faite dans une grange en botte de foin, enduite torchis. Et j'avais fait les essais pour pas qu'il y ait de... Et du coup, j'ai pas eu encore le retour. Faudra que je demande justement si le test avait passé la dépression avec la blowing door. Après, scientifiquement, c'est pas très compliqué à regarder. Hein. Si jamais c'est pas une question parce que c'était validé par des chantiers, bon, bah, il n'y a pas de question. Mais s'il y a besoin de regarder ça, c'est pas très compliqué les mesures de résistivité. Enfin, je parle à l'échelle labo pour essayer de comprendre à quelle masse volumique on peut considérer que c'est étanche. Quoi. Je ne sais pas si du coup on peut continuer à faire circuler la parole. Est-ce que certaines d'entre vous auraient d'autres questions complémentaires, des témoignages aussi à apporter, je ne sais pas, sur des expérimentations faites à la fois sur le terrain de l'étanchéité et puis de l'acoustique, hein, les deux étant, on l'a vu, parfois intimement liés. Est-ce que voilà, vous pouvez aussi juste faire part d'un chantier ou d'un essai, même si les retours d'expérience ne sont pas encore forcément très précis? Oui, bonjour, moi c'est Guillaume, donc je suis artisan, je travaille la terre crue et petit à petit, je commence à prendre différents chantiers et sur des projets effectivement où on ferait des chapes de terre sur des planchers d'étage. Donc on a un solivage bois, un lattis sur lequel on va étaler un mélange terre-fibre qui va faire, disons, par exemple 6-8 cm. Et ensuite, pour l'acoustique, est-ce que c'est important de continuer le travail type masse, ressort, masse? Et donc, est-ce que pour la finition du plancher d'étage, c'est important de travailler peut-être sur, je sais pas, un plancher bois qui serait léger, qui ferait encore une autre densité par rapport à la terre? Ou est-ce que déjà une chape de terre, même avec un revêtement collé, ou enfin pas collé, mais je veux dire fin, ou peut-être un revêtement lourd comme des tomates, ça ferait déjà une bonne atténuation acoustique? Qui veut répondre éventuellement? Ouais. Alors nous, traditionnellement, en Champagne, on avait un solivage avec soit des palissons bloqués dans une rainure à l'horizontale, soit effectivement ce qu'on appelle de la déballe, donc des planches du tout venant, des planches de peuplier, et par-dessus donc un torchis qui faisait quelque chose d'assez lourd, damé, et par-dessus, si c'était habité, ce qui est relativement rare, on avait une petite chape à la chaux avec de la tomate. Donc effectivement, donc là au niveau densité, on est au top et on a une continuité et une masse qui font que au niveau phonique, on est vraiment super bien au niveau de l'absorption. Et tu aurais une photo ou tu pourrais nous la transmettre plus tard? Alors, je vais essayer de chercher ça. Peut-être pas dans l'immédiat, mais voilà. Je cherche. Oui, on peut compléter plus tard. Hein. Après, Guillaume, c'est Arthur. Je pense que, en tout cas, ce qui se dit dans les maisons du Perche et les gens qui ont des planchers torchis, c'est globalement, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça marchait très bien. Donc là, on était sur une structure bois, plancher bois, torchis.
Globalement, c'était intéressant. Après, peut-être que c'est optimisable, mais on peut aussi se dire que pour de l'habitation, c'est suffisant. Par contre, sur des projets plus complexes, peut-être qu'il y a un souci d'optimisation plus important à avoir. Je sais que nous, ce qu'on a fait sur plusieurs chantiers, enfin ce qui a été fait, c'est donc sur le plancher torché existant, de venir avec ce qu'on appelle une dalle sèche en Schoenvolt. C'est-à-dire qu'on vient déverser de la Schoenvolt sur le plancher en torché existant. On vient niveler cette Schoenvolt et ensuite elle vient être damée et on vient mettre des plaques de fermacelle sol par-dessus. Et sur ces plaques de fermacelle sol, on vient mettre le parquet. Et là, on conserve la masse existante et on vient rajouter justement un ressort masse. C'est-à-dire que le ressort, ça va être le chanvre et la masse, ça va être le fermacelle. Mais en fait, bon, certes, ça amène du confort phonique, c'est intéressant, mais peut-être que le torchis de base était suffisant. Et là, on le fait surtout parce qu'on a aussi un ragréage à faire. Finalement, on récupère un niveau qu'on n'avait plus parce que le plancher existant n'est pas parfait. Mais il y a probablement un travail intéressant à faire, je pense, de lister un certain nombre de modes constructifs traditionnels de plancher, d'estimer leur performance et ensuite de mettre en place des solutions d'isolation de ces planchers de différentes natures selon différentes contraintes et de voir qu'est-ce que ça change. Est-ce que le surplus de travail que ça nous demande nous fait gagner, je ne sais pas, 10 décibels, ou est-ce que globalement on gagne 3-4 dB et ça ne mérite pas le travail supplémentaire que ça va demander, quoi. Là, j'ai retrouvé la photo où là, on est sur du palson sur entre-solivage. Et je ne dois pas avoir celle avec le plancher en peuplier. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez nous aussi. Et là, Olivier, tu dis ils sont insérés dans des rainures, c'est ça, les palsons, ou c'est non, ils sont juste posés? Oui, effectivement, celui-là, c'est juste posé, ouais. Et on en a d'autres où, de temps en temps, voilà, on a une rainure qui est faite, comme pour les bois verticaux pour une charpente, et mis à serre. Mais là, oui, effectivement, cela, c'est juste posé. Et donc, avec, le torchis lourd par-dessus, et la plupart du temps, pose de tomates quand c'était habité. Il y a une discussion parallèle là, sur la conversation, sur l'espace de conversation, regardée par Jean-Rémy, notamment sur la question là, de la protection au feu. Est-ce qu'on peut rapidement en reparler ou est-ce que c'est... Patrice Le, vous l'évoquiez tout à l'heure, notamment comme vous aviez pu constater, notamment en accompagnant des experts, que l'intérêt en fait de la Terre sur ce plan-là. Oui, suite à des sinistres, j'ai accompagné des experts sur le patrimoine, c'était sur du bâti ancien, et les parties qui étaient toutes en terre, la propagation du feu avait été quand même sacrément ralentie, quoi. Mais alors, il n'y a pas d'études, donc à moins qu'elles aient été faites récemment, mais c'était considéré comme nul parce qu'il n'y a pas d'études de fait, mais il suffisait de faire des études. Mais après, il y a une volonté politique, c'est un problème, ça, quoi. Mais là, on peut faire des essais soi-même, et on voit bien que la stabilité au feu est importante avec de la terre. Surtout, plus c'est dense, comme disait Sophie tout à l'heure, là, sur 4 cm serré, là, on a un bon comportement, hein. La question se pose des essais, de leur coût de leur essai, indépendamment de la mauvaise volonté politique de nos amis de Saint-Gobain, mais la question quand même se pose du coup. Moi, je voulais juste revenir sur le problème de la stabilité au feu des planchers. En fait, la question va se poser de la protection des solives, c'est-à-dire que les solives, il faut qu'elles soient calculées pour cramer tranquillement. En général, on cherche à être coupe-feu une demi-heure et stable au feu une demi-heure. Donc voilà, il faut mettre une surépaisseur pour que le bois ne casse pas sous le feu, enfin, une fois qu'il aura été mangé tranquillement par le feu. Mais la terre, elle va jouer sûrement un rôle je pense qu'elle peut être considérée comme un rôle de pare-flamme sans trop de difficultés. Là, je n'ai jamais essayé vis-à-vis d'un bureau de contrôle, mais ça doit pouvoir marcher. Par contre, on va demander à ce que les solives soient surdimensionnées pour résister à la combustion.
certainement. Pour revenir sur l'exemple d'avant, donc effectivement, il y a la poisson, et là, vous voyez les traces de latte, pareil, donc ça, c'était plâtré. Donc effectivement, ce que Pauline disait, c'est un bacula. Et donc là, le plâtre étant naturellement ignifuge, bah, on avait une protection. Mhm. Et je dois avoir un autre... Je vais trouver autre chose. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait aborder encore peut-être une ou deux dernières questions avant de conclure? Est-ce que il y a peut-être des questions qui restent en suspens et puis le cas échéant qui pourraient être d'ailleurs peut-être envisagées dans la session du 27 novembre? On profite des photos, multiples photos. Voilà, oui, je vous remontre une photo. Merci. Là, on est sur voilà, on a un solivage avec plancher bois au-dessus, un lati avec un torchis dessus, et puis un enduit de finition par-dessus. Donc là, j'en ai fait un prélèvement pour faire analyser. J'attends le retour, mais on est sur une base terre très fine, avec beaucoup de crins, et puis par-dessus des badigeons. Pour compléter là, sur la discussion sur le feu, en fait, il y a bien deux choses. Hein. Il y a la réaction au feu, c'est-à-dire à quel point le matériau se comporte comme un combustible. Aujourd'hui, la réglementation elle est très sévère. Elle dit que dès qu'il y a 1% en masse ou en volume de végétal dans une ressource, elle devient combustible. Et le torchis est largement au-dessus de 1% en masse ou en volume de végétal en général. On a fait des petites manips là, avec un labo, et ce qu'on voit grosso modo, c'est que dès lors qu'on est au-dessus de 600 à 700 km3, on est en réalité un combustible. Donc ça veut dire que le torchis, probablement, il est souvent plutôt un combustible, même s'il y a du végétal dedans. Ça ne veut pas dire que les fibres ne peuvent pas brûler, ça veut dire qu'en fait, elles sont tellement enrobées qu'elles ne sont pas accessibles pour brûler. On ne peut pas avoir l'oxygène qui arrive pour permettre la combustion. Et après, il y a une autre question dont vous avez parlé sur le caractère coupe-feu. Et en fait, le caractère coupe-feu, il dépend notamment du temps que va mettre la enfin, c'est comme ça que c'est fait, en fait. C'est comme ça que c'est mesuré en laboratoire. Si on regarde le temps que la température monte sur la face opposée à celle qui est exposée au feu. Donc, ça veut dire que ça va dépendre du déphasage principalement que permet une paroi. Et donc, ça va dépendre de ses performances d'isolation et de son inertie aussi. Et donc, alors ça, on n'en sait rien encore, hein, mais il est possible qu'une paroi très légère, certes, elle a d'isolation, mais elle a peu d'inertie. Une paroi très lourde comme la terre massive, de la Beauce, du Pisé, elle a beaucoup d'inertie, mais peu d'isolation. Et peut-être que les torchis qui sont intermédiaires, qui sont entre 600 et 800, ça se trouve, c'est peut-être les meilleurs coups-feu, parce qu'ils sont justement un peu dans les deux, quoi. Ça, c'est un travail qui aujourd'hui n'est pas fait. Voilà. Mais on peut être un combustible et un très mauvais coupe-feu, c'est possible. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur Internet de Novidem, qui a fait des tests à la torche sur des isolants, et on voit que la laine de verre qui est classée A en réaction au feu brûle beaucoup plus rapidement que l'isolant en carton qui est classé C. Et ça montre bien qu'il n'y a pas de corrélation entre la réaction au feu, le caractère combustible, et la résistance au feu, le caractère coupe-feu. La laine de verre n'est pas un super coupe-feu, quoi. Merci pour ces éclairages complémentaires, Arthur. Il semble qu'il y a, du coup, on se rend compte décidément qu'il y a encore énormément de questions, d'éléments à caractériser plus finement et que ça ouvre de nombreuses perspectives qui, j'espère, seront explorées. Est-ce que s'il n'y a plus de questions à partager, je vous propose que l'on s'engage vers la conclusion de ce premier temps d'échange. Sophie, est-ce que tu souhaites rappeler la session du 27 novembre? Oui, si tu veux, bah, le 27, on va poursuivre. On va peut-être présenter encore d'autres
d'autres documents, parce qu'en fait, pour réaliser le guide de bonne pratique, avec Vincent Doucineau et Aurélie Lepape, on avait fait une sorte de petit tour de France de la construction en torchis. Et là, je vois que les Alsaciens, en fait, ne nous ont pas rejoints, ni le Pays Basque. Donc, peut-être que j'irai toquer à leur porte pour qu'ils nous montrent aussi comment ils font. Parce qu'ils ont, en Alsace en particulier, je pense à la cloison espagnole, et je pense que tout le monde devrait la connaître. Et pour que ça nous ouvre un peu des portes et puis d'autres réponses à nos questions d'aujourd'hui. Mais on peut aussi aborder des choses comment les histoires de mélange, comment gagner du temps, comment... parce que notre question du groupe Torchy, c'était pas tant le bâtiment contemporain que les artisans du torchis dans le monde contemporain sont eux aussi obligés de s'adapter. Donc, ça peut être des propositions sur des réponses sur ce genre de questions. Ou des bâtiments qu'on aurait visités. Donc pareil, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le mail que j'ai donné au départ et que je pourrais, qui est de toute façon sur le site de l'ARP, il me semble. Et puis, donc malheureusement, on ne pourra pas faire tout de suite l'atelier ruche qui était prévu pour clore ce premier cycle. Donc Nicolas Maz et Jean-Luc Leroux seront là le 27. Donc je pense qu'il y aura un aspect un peu charpentier qui va se dégager. Et puis j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous en 2021 pour faire l'atelier ruche, où on avait aussi envie de réunir plein de matériaux et faire des expériences avec. Puisque dans ces enquêtes, il y a eu des doutes sur est-ce que c'est vraiment du foin sur des fibres très fines, est-ce que ce sont des fibres de marais, est-ce que ce sont des fibres de vannerie. Il y a plein d'interrogations. Donc si vous avez envie d'y participer, peut-être laissez-nous vos coordonnées. Et puis, dès qu'on voit une petite ouverture, on se réunit. Ou on pourrait aussi, nous, notre souhait au groupe Torchy, ce n'était pas forcément de rester en Normandie. Si vous connaissez d'autres lieux, on pourrait aussi envisager de faire des réunions alors virtuelles, mais aussi itinérantes, physiques. Donc, on va commencer avec l'atelier ruche, mais on pourra peut-être poursuivre ailleurs plus tard. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux. Je te laisse la parole, Christophe. Merci. Oui. Écoutez, à mon tour de vous remercier tous. Je vois que sur la conversation, certains et certaines d'entre vous remercie l'ensemble du groupe pour cet échange qui effectivement était très riche. Je vous donne donc rendez-vous à la session prochaine, le 27 novembre. Et effectivement, on espère vivement que nos amis alsaciens et basques nous rejoindront parce qu'effectivement, il y avait une partie là quand même importante du groupe des personnes qui s'étaient initialement inscrites qui ne se sont finalement pas connectées. On espère qu'on pourra les raccrocher la prochaine fois. Voilà, merci à toutes et à tous. Donc l'échange, si je ne me trompe pas, a été enregistré par l'équipe de l'ARP. Donc le cas échéant, je vois que certains, notamment Jean-Rémy, a eu des difficultés à se connecter. Donc peut-être pourras-tu avoir accès à l'ensemble de l'échange ultérieurement. Voilà, donc écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis à très bientôt pour la suite. Merci pour l'organisation et la modération. À bientôt. Ouais, merci pour les richesses des participants. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir, à bientôt. Tout le monde.